Bonjour à tous et bienvenue dans le Nouveau Monde. Dans l'Ancien Monde, on interviewait des responsables politiques, des acteurs de terrain, éventuellement des auteurs. Et encore, il faut que le livre soit bon. Mais on n'interviewait pas, quand on est journaliste, d'autres journalistes. Parce que interviewer un journaliste, quand on est un journaliste, c'est un peu comme danser un slow avec sa sœur. C'est scabreux, c'est trop facile. Et en plus, c'est pas du tout excitant, donc on l'évite. Et pourtant, aujourd'hui, ce matin, je suis heureux d'accueillir sur ce plateau deux de mes excellents confrères qui sont deux vrais spécialistes des questions africaines, qui sont les meilleurs de la cuvée. Christophe Boisbouvier est l'intervieweur en chef vedette de la Radio Mondiale. Il est directeur adjoint de Radio France Internationale. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Il a confessé les chefs d'État et de gouvernement, ceux qui étaient là avant, ceux qui sont là maintenant, ceux qui viendront demain. Et tout ce qui compte en Afrique et dans l'arène internationale, il les connaît, il les devine et ils lui font confiance, ils le respectent. C'est ici le doyen. C'est pour une fois celui qu'on va faire parler. Alors, la meilleure interview que vous ayez faite? La meilleure, il n'y en a pas, mais une bonne interview cette année, je me souviens, c'est le président Ibeka du Mali. Oui. C'était en février, donc 6 mois avant sa chute. Quand il l'a reconnu, on était deux journalistes, Perelman de France 24 et moi, qu'il négociait en secret avec les djihadistes du Nord Mali. Ah, un bon scoop. Le pire souvenir? J'en ai pas. Je ne peux pas dire qu'il y ait de pires souvenirs. Alors ce sera aujourd'hui. La pire interview, ce sera maintenant. Pascal Hérault est éditorialiste de politique étrangère à la plume libre et influente. C'est le spécialiste de l'Afrique au journal L'Opinion. C'est pour le lire qu'on l'achète dans les kiosques. Ça coûte 2,80 €, ce qui est cher, mais c'est pas volé parce que c'est un journal qui est digeste, qui est... il y a peu de pages, mais il n'est jamais léger. Et d'ailleurs, on n'est pas volé parce que Pascal Hérault ne vole pas non plus son patron, puisque, regardez, aujourd'hui par exemple, à lui tout seul, il a fait, pas la moitié du journal, mais un bon quart où il a parlé de la Turquie et l'Afrique. Et c'est un article qu'il faut absolument lire. On va y revenir. Votre meilleur coup cette année, Pascal ? Je crois qu'il est encore à venir. Franchement, je n'ai pas d'interview marquante à y penser. La pire ou celle qui a été tournée dans les conditions les plus burlesques, je pense que c'est à la fin des années 90. Le président Patassé, on avait fait ça pendant la Coupe du Monde du football. Il y avait les soldats de son pays qui étaient devant la chambre en train de déjeuner. C'était à Crans-Montana. Et lui... prêter une vague attention à mes questions. À l'époque, j'étais journaliste agricole et on regardait un match de foot de l'Italie en parlant d'agriculture et de son papa qui avait été éleveur de pommes de terre. Donc c'était assez burlesque. Alors il est vrai que la Révolution africaine ne laisse pas toujours que des bons souvenirs et c'est l'occasion d'évoquer la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing. Le Nouveau Monde, c'est pas un titre d'émission, c'est presque un slogan. Il est progressiste et c'est une expression qui ne lui aurait sans doute pas déplu parce qu'il avait le goût de ce genre de formule qui est à la fois un peu vague mais aussi assez concrète. C'est assez curieux. Il y a un style giscardien, il y a un discours, une esthétique et ça compte beaucoup peut-être et peut-être plus que le reste du bilan au moment où on se souvient de l'ancien président. On va rejoindre par Skype Hervé de Charette qui a été... Bonjour Monsieur le Ministre. Alors, vous n'avez pas été un grognard du giscardisme, vous avez été plutôt un maréchal de son empire. Vous avez été ministre plusieurs fois, et notamment des Affaires étrangères, de Jacques Chirac. Et en ces temps de Covid, vous avez pris le maquis, vous êtes chez vous dans... on ne peut pas dire la Vendée, parce que si la Vendée militaire, hein, vous avez été député maire. Vous avez été député maire. Saint-Florent-le-Vieil, où je me trouve, est le point d'où la guerre de Vendée est partie. Le premier incident grave qui a déclenché la crise, le drame, ça s'est passé à Saint-Florent-le-Vieil, dans la maison où je me trouve. Gloire à Saint-Florent-le-Vieil et aux ancêtres vendéens. Vous avez remarqué combien Giscard est aimé depuis qu'il est mort ? J'ai été frappé de constater qu'après avoir été... comment dire, assez maltraité, il faut bien le dire, par à la fois le milieu des moyens de communication, la presse, etc.,
et aussi par beaucoup de responsables du monde politique, il a fallu qu'il s'en aille pour que renaisse d'abord une certaine objectivité des commentaires, ensuite une certaine bienveillance médiatique qui sans doute correspond à une certaine bienveillance de l'opinion. Plus c'est loin, moins les aspérités se voient et plus finalement on regarde avec plus de sérieux ce qu'il a fait. Or, je crois en effet que c'est, comment dirais-je, mettons De Gaulle à part, le meilleur des présidents de la Ve République. Et que c'est cela qu'on va progressivement comprendre et retrouver, ou tout simplement trouver, avec le temps et la sérénité. Giscardien un jour, Giscardien toujours. Bon, c'était peut-être pas le meilleur, c'était en tout cas le plus grand, ça il n'y a aucun doute, par la taille au moins, il avait de l'ampleur. Parlez-nous un instant de Giscard l'Africain. Il aimait l'Afrique ou il se contentait de tirer le gibier? Ah non, moi je ne crois pas du tout. Je crois que tirer le gibier, comme vous dites, c'est parce que c'était d'abord c'était une preuve d'amour, je pense. C'était parce qu'il aimait la terre africaine, les paysages africains, l'originalité du continent africain. Tout cela demeure encore aujourd'hui. Et on est en face de ce problème qu'est l'Afrique pour nous et pour l'avenir. Mais pour lui, l'Afrique, c'était, comment dire, en avance sur son temps, la compréhension que pour nous, Français et Européens, l'Afrique, ça allait être la grande affaire. Et il y voyait, me semble-t-il, deux choses. D'abord, un territoire où l'influence française s'exprimait fortement et était tout à fait d'actualité. Il y avait la crise du pétrole, il y avait du pétrole en Afrique, il y avait le pari nucléaire français, il y avait de l'uranium en Afrique, il y avait des richesses potentielles considérables, et deuxièmement, relais de puissance parce que à l'ONU, la communauté des États africains proches de la France en faisait 19 voix. Dans un moment où à l'ONU, il devait y avoir, je ne sais pas très exactement, mais entre 130 et 140 membres adhérents, États adhérents. Quand la France avait cette cohorte d'une petite vingtaine de voix qui suivaient la politique et les positions que la France prenait, ça avait évidemment une très grande importance. L'Afrique, relais de puissance donc de la France dans le monde, et en même temps réserve en matière première. Hein. C'était ça l'intérêt que voyait Giscard. Et alors en même temps, il avait, comme vous le savez, viré Pocard. Il avait remplacé par quelqu'un dont moins resté dans les mémoires, mais qui est de très grande qualité, M. Journiac. Mais ce qu'il voulait, c'est changer le rapport des présidents et des dirigeants africains avec nous. Et précisément avec lui. Il voulait donc avoir des liens personnels de proximité, de compréhension, d'amitié, si on peut employer ces mots dans la politique, avec les leaders africains. Comme vous savez, au mois de mai 1974, c'est-à-dire à peine élu, il est allé en Afrique. Et où est-il allé? Il est allé voir Bokassa. C'était l'époque où Bokassa n'avait pas perdu la tête. C'était un officier de l'armée française qui avait hérité du pouvoir dans son pays et que sans doute Giscard avait repéré comme ayant un certain talent particulier. Il n'avait pas vu tout de suite qu'il allait devenir fou. Et donc, je crois qu'il voulait avoir avec les dirigeants africains non pas une relation par, comment dirais-je, espion intermédiaire, comme l'était Foccart, mais une relation directe, personnelle de lui avec eux. C'est ce qu'il a fait tout le temps. C'est ce qu'il a fait aussi en Guinée, Guinée-Conakry, enfin la Guinée ex-française. On a vu qu'il voulait avoir avec tous une relation personnelle et que c'était ça, au fond, la France-Afrique moderne. Merci Hervé de Charette. Bonne journée à vous. La relation directe avec Bokassa et sa femme aussi peut-être, au risque, en prenant tous les risques en réalité, non? Moi je crois qu'il y a deux Giscards. Il y a un Giscard sur le terrain Europe, Moyen-Orient, Asie, qui est assez modeste, voire pusillanime, qui a peur d'avancer les pions de la France.
qui, par exemple, va serrer la main de Brejnev après l'invasion de l'Afghanistan, ce qui fait dire à Mitterrand, qui est déjà candidat contre... Le petit télégraphiste. Ce qui est très cruel. Qui est cruel, mais qui malheureusement était juste. Ça va lui coûter des voix à Giscard d'ailleurs, parce que vous vous rappelez, c'est l'époque où il passe à la télé pour dire « Regardez, la France, c'est un petit pays en fait. C'est une puissance moyenne, ce n'est plus la grande... » Il s'inscrit en contradiction avec De Gaulle et Pompidou. Alors qu'il mène la même politique de revers, d'équilibre entre les deux blocs en étant un allié fidèle. C'est compliqué quand même, c'est très compliqué. Sûr. Mais donc vous avez ce Giscard qui est sur le reculoir, si vous voulez, sur la scène Europe-Asie, et vous avez au contraire un Giscard très, très interventionniste sur l'Afrique. Vous avez, on l'a oublié, mais les Jaguars qui vont taper les colonnes du Polisario au Sahara occidental. Vous avez évidemment, c'est emblématique, c'est le saut des paras sur Kolwezi au Katanga, donc. Oui. Vous avez les interventions au Tchad. Vous avez donc un certain nombre, en Centrafrique, bien sûr, l'opération Barracuda qui renverse Bokassa. Il y a l'aide à Savimbi. Et bien sûr l'aide à Savimbi. Vous avez donc un Giscard, gendarme de l'Afrique, beaucoup plus interventionniste que Pompidou, par exemple, sur le continent africain. Pourquoi ? Parce que je pense que Giscard a fait le calcul que les Américains, à l'époque, sont affaiblis par la défaite au Vietnam. C'est Gerald Ford, c'est Jimmy Carter, c'est une Amérique qui est déboussolée, en fait. Oui. Et Giscard se montre comme rempart de l'Occident sur le continent africain face aux Russes. Donc il y a vraiment deux Giscard. Même bilan, même vision des choses. Parce que vous étiez en culotte courte, vous, à l'époque de Giscard. Oui, j'étais un peu jeune, mais je pense qu'il y a une certaine continuité dans la politique africaine de la France, même si on a parlé de rupture. C'est vrai qu'il met dehors Focard, mais il prend René Journiac, son bras droit. Il n'y a plus de secrétaire général des affaires africaines et malgaches à l'Élysée, mais il crée un ministère de la coopération qui va être un peu son équivalent. Je pense que De Gaulle avait aussi des liens très personnels avec un certain nombre de chefs d'État, même si on était dans une période de décolonisation. Giscard va les poursuivre. Il y a cet véritable amour pour l'Afrique, un amour assez charnel, je pense. C'est quelqu'un qui aime la terre, qui aime la faune, qui aime la flore. C'est pas que la Centrafrique les chasse, c'est aussi, il allait chasser la panthère au Niger, il allait au Cameroun aussi pour faire des chasses. Il a même, paraît-il, envisagé, après avoir perdu son trône, donc en 81, d'aller s'installer en Afrique. En tout cas, c'est une idée fugace. Mais c'est ça n'a jamais été un projet véritable. Par exemple, Mathilda ou comment s'appelle le deuxième, Au bout du monde, je crois, dans lequel Au bout du monde, je crois que c'est un ancien président du Sénat, qui, en fin de compte, c'est son personnage, qui veut quitter un peu la scène politique, tous ces tumultes et tout ça, et qui se retrouve dans un pays africain. Il adorait ça, parce que ça lui permettait de s'évader. Et alors ça, c'est totalement aujourd'hui exclu d'imaginer qu'une chose pareille puisse se reproduire. On voit ce qui est arrivé à Juan Carlos, qui est allé au Botswana à participer à une chasse, et ça a tellement ébranlé la monarchie espagnole qu'on peut se demander si elle survivra ou si elle n'a pas été achevée par ce coup de fusil. Ce qu'il y a de bien quand on tourne les pages de l'agenda 2020, et qu'on regarde donc l'année qui vient de s'écouler, on n'a pas beaucoup à chercher, on sait tout de suite ce qui a compté. Le coronavirus, c'est la pandémie mondiale, la crise sanitaire, la crise économique, la crise politique internationale. En Afrique, quel est le tableau ? Qu'est-ce qui compte ? Qu'est-ce qui, pour vous, restera des mois écoulés ? Christophe Boisbouvier. Peut-être moins de catastrophisme que prévu, parce que souvenez-vous, au mois de mars, tous les projets catastrophistes conçus pour le continent africain face à la pandémie. Finalement, l'Afrique s'en sort mieux que les autres continents. Alors on se dit, on a très peu de chiffres parce que finalement personne n'est allé compter les véritables cas de contamination, qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'outils statistiques. En réalité, comment ça se fait que les Africains soient passés à travers les gouttes ? Alors, il ne faut pas dire qu'ils sont passés à travers les gouttes. Il faut faire attention parce que vous avez une deuxième vague qui risque d'arriver en ce moment, notamment en Afrique de l'Ouest. Vous avez, par exemple,
au Mali actuellement des contaminations qui se multiplient. Donc il faut vraiment que tout le monde, à Bamako comme à Paris, tout le monde fasse attention et reste dans la distanciation. La première vague et la deuxième vague, il n'y a pas eu d'hécatombe. Alors c'est vrai. Alors il y a plusieurs explications possibles et il y en a une qui est donnée par notamment le professeur Sassoum Diop qui dirige SOS Médecins à Dakar, qui serait le fait que, en fait, des coronavirus se sont déjà développés en Afrique les années précédentes sous les formes de ces grippes saisonnières qui arrivent souvent en Afrique, en janvier, en mai et en septembre, et qui ont permis à beaucoup d'Africains de développer des anticorps qui les protègent contre l'actuel coronavirus. On dit la même chose à propos de la dengue en Inde, en Asie ou en Amérique latine. Mais il y a d'abord il y a toutes les personnalités qu'on connaît qui sont décédées du coronavirus en Afrique, à commencer par un président, un chef d'État, il faut quand même le dire, le président Nkurunziza du Burundi, évidemment Pape Diouf, enfin beaucoup de grandes personnalités africaines sont décédées. Sans parler évidemment de ces grands artistes qui sont décédés cette année. Et puis, encore une fois, je vous le dis, attention, parce qu'en ce moment, dans plusieurs capitales d'Afrique de l'Ouest, l'affaire n'est pas réglée. Elle n'est pas derrière nous. Qu'est-ce que ça a changé, Pascal ? Et le bilan économique va être très lourd pour les pays africains, parce qu'il n'y a pas les politiques de relance qu'on peut avoir en Occident, avec des fonds importants pour aider les petites entreprises. Il y a beaucoup d'informels. On baigne dans l'optimisme en cette fin d'année, entre celui qui nous dit les morts, ils arrivent, et celui qui nous dit la catastrophe, elle est à venir. C'est formidable. 2020, finalement, ça a été une très bonne année par rapport à ce que sera 2021. Sur le plan sanitaire, je suis assez d'accord avec Christophe. Il y a une population assez résiliente, jeune, qui a été beaucoup moins impactée. Il y a la gestion des pandémies ou des crises sanitaires par le passé, Ebola, un certain nombre, qui fait qu'on a des gestes barrières, qu'on prend des précautions. Mais je pense que le bilan économique va être très important. Alors, il y a la catastrophe évidente qu'a été, par exemple, le tourisme, l'effondrement du tourisme dans des pays qui en étaient très dépendants, comme le Maroc, la Tunisie. Ça, c'est au Maghreb. Maurice, les Seychelles. Maurice, évidemment, les Seychelles aussi. Bon, mais si on exclut cette dimension-là, ceux qui ont été impactés par l'arrêt des voyages et le confinement, finalement, universel, quels sont les pays qui souffrent et pourquoi du virus en Afrique ? Le Maroc souffre beaucoup, pas simplement pour le tourisme. À partir du moment où sa chaîne de production industrielle automobile est bloquée, c'est un impact important. Le Nigeria, cette crise sanitaire a provoqué aussi une baisse des cours des matières premières. Donc des pays exportateurs de pétrole ou de minerais ont été aussi extrêmement touchés. Évidemment, tout se tient. Alors cette semaine, les regards étaient quand même tournés vers Mrs. Keenan et Mr. Shakespeare, William de son prénom évidemment, et il n'a sans doute pas été choisi par hasard celui-là, qui sont les deux Britanniques qui ont été les premiers au monde à être vaccinés, pas à servir de cobaye, à être vaccinés contre donc ce terrible Covid. Quel est le vrai problème que pose l'accès aux vaccins en Afrique ? C'est le prix du vaccin, c'est surtout ça. C'est le fait que c'est l'appel lancé hier par le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Il faut que les vaccins soient fournis en Afrique à des prix abordables pour que tout le monde puisse être vacciné. Alors je pense que c'est jouable parce que vous avez une mobilisation des Nations Unies, Guterres, de la Banque mondiale, qui va financer une grande partie de tout cela, mais c'est un défi. Oui, tout le monde dit l'accès universel. Pardon ? C'est aussi beaucoup des accords bilatéraux. On voit que le Maroc qui a pris l'initiative, il va y avoir une campagne de vaccination qui va se dérouler assez vite avec un vaccin chinois. Est-ce que les Africains seront les derniers à être vaccinés, selon vous ? Non, je pense qu'il y a une mobilisation internationale qui a été lancée au mois de mars, au mois d'avril, avec notamment, souvenez-vous, le G20 du mois d'avril,
avec Emmanuel Macron à l'initiative d'ailleurs, avec Angela Merkel. Non, je pense que l'Afrique ne sera pas délaissée. Il y a une réponse assez coordonnée des États africains sous la présidence de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain qui préside aussi l'Union africaine. La task force de travail qui a travaillé sur la réponse à cette crise sanitaire et économique marche assez bien. Et il y a beaucoup de coordination, comme l'a dit Christophe, avec les pays occidentaux, mais aussi avec les Chinois qui vont jouer un rôle important dans cette réponse à la pandémie. Vous avez raison d'être optimiste. Et il y a un moratoire sur la dette quand même qui a été accepté par le G20. Ah oui, en plus, c'est vrai. Donc il y a quand même des petits avantages à la maladie. Et puis en plus, c'est insupportable parce que les jérémiades des pays riches qui se plaignent de ne pas pouvoir faire un réveillon à plus de 6 ou d'aller acheter leurs cadeaux en retard ou éventuellement d'avoir des atteintes à la vie privée doivent être insupportables dans les pays où on n'a pas de quoi évidemment se soigner. Un mot des élections, ça passe vite, hein. Il nous reste 5 minutes, un peu plus. Les élections cette année, ça a été... Bon, il y en a eu beaucoup. Il y en a toujours beaucoup, vous me direz. C'est ça, c'est la providence des journalistes. Il y a toujours des élections qui permettent de parler d'un pays. La Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina, la Centrafrique. On cherche où ça se passe bien. Où est-ce que ça s'est bien passé? Au Burkina. Et puis au Ghana. Et au Ghana. Hier, pour l'instant, ça s'est bien passé au Ghana. Le président attendons, l'opposition quand même, on va voir. Au Ghana, on va voir. On n'a pas encore assez de recul. Où est-ce que ça va très mal se passer? Je pense que c'est le mois d'octobre qui a été tragique, avec 2 élections présidentielles, une en Guinée, 18 octobre, une en Côte d'Ivoire, 31 octobre. Deux présidents qui ont été installés au pouvoir avec l'aide de la France. L'un libéral, voire ultralibéral, Alassane Ouattara, l'autre socialiste, combattant panafricaniste. L'un aidé par le socialiste Kouchner, sous Sarkozy. L'autre, Sarkozy l'installe militairement au pouvoir au prix d'une élection électorale contestée. Et 10 ans plus tard, après avoir fait 2 mandats, alors que la France comptait sur eux pour jouer le jeu de la démocratie en Afrique de l'Ouest, ils décident de rempiler. Alors Alassane Ouattara a peut-être quelques excuses parce que le dauphin désigné est décédé entre-temps. Mais il empêche d'une certaine manière le renouvellement générationnel. Et c'est terrible pour Paris, parce qu'on avait fondé beaucoup d'espoir sur ces pays-là pour donner des gages de continuation de l'exercice démocratique en Afrique de l'Ouest. Alors que la Russie et la Chine sont en train de se diriger vers des présidences de long terme. Et donc ça traduit les échecs, à mon avis, de la politique africaine de la France ces dernières années, qu'on aide l'un ou l'autre, quelle que soit son idéologie, quelque part, on se rend compte que les gens qu'on a aidés peuvent se retourner contre... sans compter la question de l'âge, quand même, parce que c'est toute une génération qui est quand même très âgée, d'Alpha Condé à Laurent Gbagbo, d'Alassane Ouattara à Conan Bédier. Ils sont quand même assez marqués. Est-ce que... il y a une porte de sortie quand même. En Guinée, je n'en vois pas pour l'instant. C'est très bipolarisé entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, notamment du point de vue des 2 communautés majoritaires dans le pays. C'est un peu irréductible. On peut avoir beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir de la Guinée, absolument. La Côte d'Ivoire, il y a peut-être une porte de sortie, parce que... un dialogue. Le dialogue est en train quand même de s'enclencher. Vous avez d'abord Laurent Gbagbo qui a récupéré ses passeports. Une fois que la CPI aura tranché, il rentrera. Son retour fin décembre va être un grand moment pour les journalistes. Sans doute pas fin décembre. Ce sera sans doute au début de l'année prochaine, parce que les 5 juges de la CPI à la aide ne sont pas d'accord entre eux sur la question de savoir s'il faut faire appel ou pas, s'il faut accepter l'appel ou pas demandé par la PROC. Quel roman. Et vous avez quand même, ce début de dialogue, difficile, mais début quand même, entre Ouattara et Bédier, qui permettrait peut-être des législatives avec la participation de tout le monde. Alors, quel est le moment de l'actualité africaine cette année qui vous a le plus surpris? Le coup de force au Mali, la purge soudaine déclenchée par le Premier ministre éthiopien qui était parti à l'assaut de la province rebelle du Tigré. Quel est le moment de l'année où vous avez été pris de court en vous disant « Tiens, j'aurais pas cru que ça se passerait comme ça ». C'est un peu le contraire en ce qui me concerne, c'est-à-dire que malheureusement, la chute d'Ibeka était malheureusement dans les
dans les tuyaux depuis 2 mois, depuis le début depuis qu'Ibeka avait truqué les législatives du mois d'avril. Avec son fils à la manœuvre, on se doutait que son impopularité grandissante allait lui coûter cher. Et malheureusement aussi, il faut bien le dire, la guerre au Tigré, on la voyait venir depuis 1 an, malheureusement. Et pareil, Félix Tshisekedi qui se dresse contre l'ancien président Kabila, ça aussi c'était écrit il est sûr que c'était le mariage de la carpe et du lapin entre Kabila et Tshisekedi. On savait bien que ça ne durerait pas très longtemps non plus. Ils ne sont jamais surpris. Pascal, il y a un moment où vous avez été quand même pris de court. J'ai peut-être été surpris par l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara. C'est pas ce qu'il avait dit. Il pensait qu'il y avait... c'est pas ce qu'il avait dit aux journalistes ces dernières années, qu'il y avait suffisamment de potentiel dans son pays pour incarner un renouvellement. Après, sur les événements qu'a décrit Christophe, est-ce qu'on pouvait prévoir un coup d'État au Mali ou une autre forme de transition? Peut-être oui. Et sur la RDC, c'était assez prévisible, mais on pouvait douter que Tshisekedi prenne le risque de s'émanciper aussitôt de son alliance. C'est toujours le moment qui nous prend de court. De la même manière, nous mourrons tous. On est toujours surpris. Gagné, Bon, c'est ça qui est formidable quand on passe l'année en revue. On se dit que tout était déjà écrit et qu'on aurait pu l'imaginer. On connaît toujours le numéro du loto qui va sortir. L'année 2021 sera pleine de surprises. Elle sera, parce que le pire n'est jamais certain, et que les choses vont bien se passer, et on la suivra en regardant Télésud. Merci à vous deux, merci à Hervé de Charette, et bonne semaine à tous. Ainsi va le monde sur Télésud.